Juillet 2023. De juillet 2023 à maintenant, on va dire ce que les gens vont beaucoup retenir, c'est la CAN, c'est les JO. Alors, il y a eu des revers. Comment est-ce que vous avez vécu ça? La crainte d'une canne, c'est ce qu'on entend avant d'être dans ce milieu. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade du Captain aujourd'hui avec Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, je suis un peu stressé à cause de vous, monsieur. L'instruction civique. L'instruction civique et de la construction citoyenne. Alors voilà, vous allez comprendre, on va dire, l'envergure de l'invité par rapport à ma voix qui tremblote un peu. Je suis un peu stressé. Mais bon, on va découvrir monsieur le ministre. Je pense que vous le connaissez tous déjà, mais ce n'est pas un monsieur qu'on voit dans beaucoup d'interviews et dans beaucoup de prises de parole. Donc aujourd'hui, on va vous demander de vous présenter comme vous le voulez. Bien que j'ai fait mes devoirs, j'ai lu sur vous. J'ai lu notamment, vous êtes coordinateur du Think Peace depuis 2017 et vous êtes également vous avez été consultant au PNUD et à ONU Femmes. Donc merci et bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est une belle opportunité. C'est un décor qui change un peu. Ah oui. Hein? Qu'est-ce que vous avez préféré dans le décor? Ah, ben le ciment et la moto, ça fait original, je pense. Donc ça change en bien ou en mal? Non, très bien d'ailleurs. D'accord. Bon, on m'avait expliqué pourquoi c'était là, Oui. mais j'avais pensé à autre chose. Vous aviez pensé à quoi? Ben, la main-d'œuvre. Toujours engagé, toujours motivé pour construire, hein, j'imagine. Exactement, exactement. Mon nom est Abdul Kassim Ibrahim Fomba. D'accord. Et je suis actuellement le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Bon, mon parcours, vous le connaissez déjà, vous l'avez certainement scruté. J'ai fait mes devoirs. Oui, et c'est très bien d'ailleurs, c'est comme ça que ça doit se passer. Et peut-être un autre élément, je suis un instructeur temporaire de l'école de maintien de la paix en terrorisme et contre-terrorisme. Oui. Donc, mais en gros, tout le reste, c'est un peu ça. Je dis j'étais parce qu'après ça a évolué, mais ça continue toujours. Un entrepreneur d'alarme. Un entrepreneur d'alarme. Oui, c'est ça. Et quand j'avais terminé, on me posait la question, est-ce que tu voulais aller à l'administration, travailler comme fonctionnaire? À l'époque, mes parents étaient fonctionnaires, tous les deux. J'ai dit non. Je préfère rester dans le privé. D'accord. Parce qu'eux-mêmes, je les voyais travailler. Et je me disais, mais c'est pas facile tout ça. C'est intenable, l'environnement. Qu'est-ce qui était le plus éprouvant pour vous de votre lecture? La lecture, c'est que, tu sais, quand on est entrepreneur, on s'épanouit, on se laisse aller, on fait vivre ses rêves. Et des fois, en tant que peut-être fonctionnaire, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai. On est dans un carcan, nous sommes obligés aussi. Et voilà, donc ce n'était pas forcément mon choix de départ. D'accord. Bon, finalement, je crois que j'ai bien fait. Je me suis épanoui. J'ai tenté à plusieurs reprises de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis cassé la figure plusieurs fois. Dans quel domaine? Ah, plusieurs domaines, banque. Parce que vous savez, les cartes prépayées que vous voyez actuellement, oui. Avec un oncle, nous avons été les premiers à lancer ça. D'accord. Avec une banque qui existe toujours, qui est la Bank of Africa. Et notre audience doit savoir que vous êtes Master 2 en ingénierie financière. Tout à fait, tout à fait. Après, j'ai eu encore d'autres masters. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on lançait la chose, c'était un peu fou. Parce que, bon, lui, il était très avancé. Il a voulu qu'on vienne travailler ensemble. D'accord. Et la carte Toucana, c'est une carte prépayée. C'était la toute première carte prépayée du Mali. D'accord. Et pour vous dire, hein, mais avant ça, j'avais une autre idée plus folle que ça. Parce que quand j'arrivais... De France? Non, pas de France. J'ai jamais étudié en France. J'ai jamais vécu là-bas. Vous étiez diplômé de Grenoble? Oui, à distance. Ah, d'accord. Et ça, c'est la chose. Sinon, j'ai jamais vécu là-bas. D'accord. Et alors, quand j'arrivais, j'avais un projet fou que je voulais coûte que coûte réaliser, mais malheureusement, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Je
vais peut-être taire certaines des raisons. Mais le projet, c'était lequel? C'était de mettre l'Internet dans tout Bamako. D'accord. Donc, j'avais un projet avec Siemens à l'époque. C'est une structure allemande. Ils faisaient des téléphones avant, mais ils avaient des pylônes. Oui. Et avec ces pylônes-là, ça permettait d'avoir la connexion Internet partout à Bamako. Mais je crois que j'étais un peu trop en avance sur mon temps. Parce que ça arrive, hein, et c'est pour cela que l'entrepreneur aussi, le timing compte beaucoup. Très important. Quand j'arrivais, la connexion de débit était à 56K. C'est pour vous dire, c'était extrêmement lent. Malheureusement, j'étais venu avec des produits qui ont eu du mal à démarrer. Il y avait ce qu'on appelait le SMS callback. Et l'avantage de ça, c'est qu'à l'époque, la téléphonie coûtait très cher. C'est vrai. Donc, avec cette connexion, de quelle année? Alors, on parle de 2006 à peu près. Et lorsqu'on pingait, c'était un message qu'on envoyait. D'accord. Lorsqu'on envoyait le message, ça revenait au téléphone. Et maintenant, vous pouvez composer tous les numéros et l'appel devenait pas trop cher. D'accord. Mais la connexion était très lente. Ce n'était pas un produit très viable. C'est vrai. J'avais voulu faire une collaboration avec l'AGETIC à l'époque, surtout par rapport à la connexion Internet. Bon, finalement, ça n'a pas donné. Mais je suis quand même très content de voir que la connexion est partout maintenant. L'évolution naturelle des choses. Donc, on a fait beaucoup de choses au niveau de la banque, au niveau de ça également, et d'autres domaines, la formation professionnelle aussi. Ah, vous êtes ambitieux depuis toujours. Et déjà, donc, certaines entreprises sont mortes. D'accord. J'ai un oncle qui me disait, mais écoute, tu es sur trop de choses en même temps. Je lui disais, ouais, mais bon, moi, j'ai l'énergie de le faire, peut-être pas toi. Et bon, finalement, il avait raison. Mais c'était quoi votre première entreprise? Alors, la toute première entreprise que j'avais créée, c'était dans le domaine informatique. Mais pas pour la vente des ordinateurs. C'est qu'à l'époque, vous savez, un entrepreneur doit être un opportuniste. Effectivement. Opportuniste dans le bon sens. Hein? C'est-à-dire qu'à l'époque, l'État avait demandé à toutes les écoles, on leur avait donné un délai pour dire que d'équiper toutes les écoles en salle informatique. D'accord. Alors moi, j'ai flairé ça. Je dis, waouh, ça c'est intéressant. Et finalement, j'ai commencé à rapprocher beaucoup d'écoles. Après, j'en ai eu vraiment beaucoup. Le deal était très simple. J'allais à l'école, une des écoles, je leur disais, écoutez, c'est une exigence de l'État, donc vous devez le faire. Moi, je vous fais Volsat informatique à 0 francs. D'accord. Vous payez rien. Vous me donnez juste le local. J'équipe le local, je mets tout le nécessaire, la connexion et tout. Mais le passage dans la salle de formation est obligatoire pour tous vos élèves pendant au moins 2 ans. Au bout de 2 ans, je vous retrocède la salle gratuitement et je m'en vais. Où est-ce que vous gagnez? Ah, mais je gagne. Les élèves payent. L'école me paye tous les mois. Ah, les élèves sont obligés de fréquenter en échange d'abonnement? Oui. Ah, d'accord. Pendant 2 ans. Waouh. Et après, je retrocède, je m'en vais. D'accord. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils rajoutent juste cette petite somme sur les frais de scolarité. Oui. Et puis, le tour était joué. Donc, ça permet de gagner de l'argent. Oui. Ça leur permet d'avoir la salle. Et tu sais, hein, les bonnes affaires, c'est quand c'est gagnant-gagnant. Donc, il y a beaucoup d'écoles que je vois actuellement. Mais il y a beaucoup d'écoles que j'ai équipées. Super. Dans le temps, ouais. Alors franchement, quand moi j'entends ministre de la Jeunesse et des Sports, moi-même étant boxeur, je suis tellement excité à poser tellement de questions sur le sport, mais je vais vous poser une dernière question sur ce volet-là, avant qu'on passe à autre chose. Alors, comment est-ce que vous avez eu les fonds nécessaires pour démarrer ça? J'imagine que votre première entreprise, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Vous savez, des fois, il y a des bonnes volontés. Je suis tombé... Alors, moi, je suis assez spécial. Hein. Les parents étaient aisés, donc il n'y avait pas forcément de problème. Le seul problème, c'est que je n'aimais pas avoir de l'argent de mes parents. D'accord. Je me souviens, quand j'étais tout jeune, je disais au papa, bon, papa, je vais travailler plus que ça. Je vais gagner beaucoup plus. Ok. Et comme ça, ton investissement
je vais te le rendre. Mais c'était dans le bon sens. Hein. Oui, 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 oui. C'était pas comme si je pouvais payer. On ne paye jamais ses parents. C'est dans le sens du dépassement de soi. Et c'est exactement ça. C'est un challenge et c'est un challenge que je me fixais tout le temps. Et ce qui fait que chaque fois, je voulais me débrouiller seul. C'est pour cela, d'abord, je n'ai pas accepté de rentrer dans l'administration parce qu'ils auraient pu m'aider à intégrer. Je ne voulais pas ça. Je voulais que moi-même, je puisse réussir par moi-même. D'accord. Et qu'ils soient fiers de ça, hein, pour dire qu'on est fiers de toi. Et donc, les premiers démarrages, j'avais un petit véhicule qu'on m'avait acheté. Ok. Je l'ai vendu. C'est aussi simple. D'accord. Et je me souviens, dans le quartier, on me disait, mais toi là, tu es bien, hein? Chaque fois tu changes de véhicule. Bon, eux, ils pensaient que certainement c'était des véhicules qu'on m'achetait, je changeais. Non, en fait, je vendais. Je vendais les véhicules, je prenais l'argent, j'investissais dans mes projets. Et je me suis fait aider aussi par un oncle. Vraiment, il m'a beaucoup appuyé. Et lui aussi, je n'ai pas voulu qu'il me donne gratuitement. D'accord. Donc, je lui ai dit de prendre des parts dans l'entreprise. Wow. Ouais, donc, il a pris des parts dans l'entreprise. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, à chaque fois que j'avais des difficultés, tu sais, en entreprise, sont des hauts et des bas des fois. Effectivement. Et à chaque fois qu'il y avait des difficultés, je vendais le véhicule que j'avais. Je réinvestissais. Vous en avez vendu combien? Oh, peut-être 5 ou 6, hein, je ne sais plus. Hein. Wow. Et à chaque fois, je vendais. Oui. Après, je gagnais de l'argent. Ouais. Je rachetais. Oui. Donc, tout le monde disait, ah, mais lui, là, il est bien. Je revendais. Et c'est comme ça que voilà, les choses ont décollé. D'autres ont marché, comme j'ai dit. D'autres sont toujours en train de marcher. Et d'autres, malheureusement, n'ont pas marché. Mais ça m'a servi d'expérience. Super. Ce que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans les affaires, il ne faut pas toucher à tout en même temps. Après, nous sommes des êtres humains. C'est vrai. Donc, il faut savoir choisir ses combats. Comme on dit, qui embrasse trop mal étreint. Quand tu touches à trop de choses en même temps, écoute, ça risque de mal se passer. Voilà, ça c'est ce que j'ai tiré et je pense que ça a été une très belle leçon de vie pour moi. Je pense que ça m'a formé aussi. D'accord. Ça m'a forgé dans ma vie. J'ai appris à me débrouiller vraiment seul. À gérer des crises. À gérer beaucoup de crises parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de défis. D'accord. Hein, c'est beaucoup de défis. Mais voilà, ça m'a permis de me développer petit à petit. Et puis voilà, je me suis construit, je me suis... Jusqu'ici. Oui, après je me suis hasardé dans quelque chose de très nouveau. J'aime bien les aventures. Un beau matin, il y a eu 2012. Oui. Ah. Hein? Et beaucoup de choses se sont arrêtées. C'est vrai. Après, je me suis lancé un peu dans le monde des ONG. C'est ce que j'allais vous demander, comment vous êtes passé de l'entrepreneuriat à la coordination de Think Peace. Alors, j'étais membre d'une association communautaire, internationale, mais au niveau représenté ici au niveau national, la Jeune Chambre internationale. D'accord. Il y avait des projets, parce que là-bas, tu montes toi-même tes projets avec ton équipe. Donc, on avait monté un projet que j'avais appelé « Je suis malien ». D'accord. Je suis malien, c'est toujours sur YouTube. Hein. Vous allez me trouver, je suis plus slim que ça. Hein. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez peut-être reconnaître la tête, mais le corps est un peu plus slim. C'est certainement pas le temps, mais on a une salle de sport qui peut s'occuper. C'est vrai. Et justement, je suis malien. Ça, c'était un très beau moment. Je me souviens, à l'époque, c'était en 2012, il y avait beaucoup de problèmes. Surtout, on a lié certaines communautés à des rebelles. Voilà, donc il y avait beaucoup de tensions également entre certains Maliens. Entre certains Maliens. Voilà, certains Maliens à l'époque. Donc on s'est dit, bon, je suis malien, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens de n'importe quelle localité du Mali, tu es malien, tu es d'une ethnie, tu es malien en fait. Et on a décidé de faire une caravane qui a commencé à Yélimane. Et on était dans notre caravane. C'était de la folie, hein, parce que le premier Je suis malien a été entièrement financé par notre poche. Oh oui, on avait 0 partenaire, hein, personne. C'était avec un ami, on y croyait.
Et à l'époque, on avait fait une calebasse vert, jaune, rouge Ok. que 2 Maliens tenaient, un de teint clair, un de teint plus foncé, Ok. un teint noir, et ils tenaient la calebasse vert, jaune, rouge pour montrer que le Mali, c'est la diversité. Et c'est comme ça que ce projet est parti. D'un coup de tête comme ça, on s'est réveillé le matin, on a pris le bus, on était dans le bus, on a commencé à rouler. C'était un minibus. Ouais. On a commencé à Yelimane, Kai, Manantali, Kita. Donc on a fait le tour. On est descendu jusqu'à Douenza, Gao. On s'est arrêté à Gao. C'était un peu risqué. Mais on a fait le tour de toutes les régions. Ouais. C'était de la folie, mais c'était magnifique. Ça nous a permis de découvrir le pays, de rencontrer des gens et de voir la perception des gens, mais de leur parler aussi, de dire que c'est un pays, c'est notre pays, on ne doit pas se battre, on doit rester unis, on doit se donner la main. Et c'est comme ça on bâtit les grandes nations. Et nous, on a fait le tour comme ça. Et quand on est venu, il y avait à l'époque un programme qui avait entendu parler de cela et ils se sont dit, mais attends, comment ils ont fait ça? Ils nous ont demandé, on a dit, non, on n'a pas de partenaire. On l'a fait de notre propre poche. Et c'est eux, ils ont dit, bon, on souhaiterait que vous refassiez la même chose, mais en faisant le tour, au lieu de parler seulement que de la paix et de la réconciliation, parler aussi d'élections, pousser les gens à aller aux élections. Donc c'est comme ça, on a repris « Je suis malien », mais on a rajouté « Je suis malien, je vote ». Je vote. Et puis voilà, c'est parti. C'était financé par l'USAID à l'époque. D'accord. Donc le programme qui est venu, il y avait un poste ouvert, ils m'ont dit, mais ce serait intéressant que je teste. Et j'ai dit, bon, ouais, pourquoi pas. J'ai testé, ça passait. C'est comme ça que j'ai aimé ça, parce que aider les gens, aider les communautés, des fois, les sourires, ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut plus que de l'argent. Et j'ai aimé ça et je me suis lancé dedans. C'est comme ça que c'est parti. Et vous êtes revenu dans l'administration? Même si au début, vous ne vouliez pas. Non, oui, justement. Le destin, c'est le destin. Tu sais, après, tout est écrit. Et il fallait que je passe par là. Mais peut-être que si j'avais commencé par là, je ne serais pas ministre aujourd'hui. C'est vrai. Donc, ben voilà, c'est comme ça. C'est le destin, c'est Dieu qui fait les choses, qui les écrit. Mais j'aime le parcours que j'ai fait. Hein, je suis vraiment très fier de ça. Et bon, voilà, les choses ont bien fonctionné. J'ai mis en place mon organisation avec d'autres acteurs. On a lancé ça. Au début, c'était une organisation, association comme toutes les autres associations. D'accord. Et vous savez, dans les associations, lorsqu'on les met en place, des fois, il y a des difficultés. Donc, quand les difficultés sont arrivées, beaucoup ont lâché le bateau. On était une dizaine. Les dizaines... L'association, en marge de votre poste dans l'organisation, vous aviez monté votre association? Oui, j'avais monté l'association. D'accord. Au moment où je travaillais au niveau du programme de l'USAID. D'accord. Et l'association, c'était avec d'autres gens qui avaient été sélectionnés, qui sont des jeunes de différentes régions qui se sont retrouvés dans l'association avec nous. Mais avec les difficultés, vous savez, beaucoup ont abandonné. Comme Donc, toujours. on s'est retrouvés peut-être une ou deux personnes sur une dizaine à essayer de porter la chose. Okay. Et c'est là où j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends, si les gens ont lâché le bateau, c'est qu'il faut qu'on trouve un modèle où on peut rémunérer quand même ceux qui travaillent au niveau de l'organisation. C'est important. Et on s'est battu. Et bon, comme j'avais déjà beaucoup d'expérience sur le terrain concernant les projets communautaires, on a eu nos premiers financements d'un autre programme qui n'était pas de l'USAID. Et puis à travers ce premier financement, voilà, c'est parti. C'est parti. C'est comme ça qu'on a développé la chose. Petit à petit, jusqu'à ce que ça donne. Et votre association, c'était quoi le nom? Think Peace. Alors, la famille... Think Peace, hein, alors la question que peut-être j'attendais qu'on me dise pourquoi c'est en anglais. Think Peace? Ouais. Pour moi, ça tombait sous le sens, mais c'est vrai que l'audience mérite de savoir. Non, parce que nos premiers financements à l'époque, c'était un financement américain. Okay. Donc, en fait, c'est Pensons Paix. Oui. Qu'on a juste dit, bon, on va mettre la partie anglaise. Mais en fait, tous les membres de Think Peace sont des Maliens. C'était pour séduire... C'était pour séduire un peu le bailleur à l'époque.
Mais après, bon, voilà, ça s'est développé. Et je pense que ça continue. Bon, moi, je suis plus dedans parce que là, j'ai quitté. Il y a un nouveau coordonnateur et je suis là. Alors, je vois que dans tout ce que vous dites, on retient que vous avez beaucoup d'engagement et vous êtes résilient. Alors, est-ce que c'est cet engagement qui vous poussait? Est-ce que dès le départ, vous aviez la vision de devenir ministre, de devenir élu? Comment vous êtes passé de ce monde-là, organisation et académique, à la politique? Oui, en fait, ça c'est une très bonne question. Je n'ai jamais envisagé être ministre parce que ce que je faisais, je me disais que ça allait beaucoup m'aider pour aider, appuyer, accompagner justement mon pays, l'État, de façon globale. Parce que lorsque nous sommes dans les communautés, nous travaillons surtout avec les autorités et même au niveau national, nous travaillons avec certaines structures, certains départements ministériels de l'État. D'accord. Et bon, honnêtement, j'ai jamais pensé à ça. Donc ça vous est tombé dessus? Ça m'est tombé dessus. Honnêtement, ça m'est tombé dessus. Alors, à un moment donné où le papa était souffrant, et je me souviens quand je suis allé le voir, j'ai dit, bon, papa, voilà, il y a telle proposition. Vous avez des opportunités. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, quand le pays a besoin de toi, il faut répondre présent. Quand le pays a besoin de toi, il faut répondre présent. J'ai dit, ok, j'ai compris. D'accord. Franchement, ça a le mérite d'être clair. Ça a été... il n'a même pas à discuter. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Et puis bon, voilà. Donc, c'est parti. Bon, eux c'est l'ancienne école, hein, c'est la vieille école. Et ils ont un esprit patriotique tellement fort qui inspire. Hein, et voilà. Est-ce que vous pensez que leur école, ils avaient plus d'engagement que nous actuellement? Ah oui, non. Mais il n'y a même pas... En fait, il n'y a même pas match, quoi. Selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Comment vous expliquez ça? L'environnement, le milieu, les acteurs qui les entouraient. Parce que je crois qu'ils ont été dans un milieu où on n'a pas arrêté de leur dire que le pays, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, notre génération est beaucoup plus axée sur... L'appât du gain? Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais les réseaux sociaux. D'accord. Donc, on voit d'autres pays, on voit d'autres endroits. On est influencé par d'autres civilisations. Donc, des fois, notre propre civilisation, on ne se l'approprie pas en tant que telle. Eux, ils n'ont pas eu toutes ces influences-là. C'est pas forcément mauvais, hein, mais le mauvais côté, c'est qu'on n'a pas la totalité, la meilleure compréhension de ce qui nous entoure, de notre civilisation, de notre tradition, de nos valeurs. Des fois, quand je discute avec nos papas aînés, je dis, bon, vous les Soudanais, ça, je les taquine un peu. Je dis, nous sommes des Maliens, vous êtes des Soudanais. Je dis, mais vous les Soudanais, là, vraiment, je vois que vous ne nous avez pas tout transmis. Parce que quand tu demandes à un jeune aujourd'hui, c'est quoi les valeurs, ça va être difficile. C'est vrai. Ça va être difficile. Il ne pourra pas te dire tout ce qu'il faut. Quelles sont nos valeurs? Eux, ils ont eu la chance, il y a eu une transmission. Mais cette chaîne de transmission s'est cassée quelque part ou s'est effritée quelque part. Et malheureusement, il y a eu des influences qui sont venues s'infiltrer. Oui, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit d'autres jeunes ailleurs, dans d'autres conditions. On dit, mais pourquoi moi je ne suis pas comme ça? J'ai envie d'être aussi comme ça. Donc ces influences-là font que des fois on se détache de ce qui est quand même un socle pour nous. C'est vrai. On en arrive à l'oublier au profit d'autres traditions, d'autres cultures. Qui ne sont pas forcément les meilleures des fois, mais qui peuvent être très bien. Moi je dis qu'un mix de tout ça, ça peut donner quelque chose de très très positif. Mais il ne faut pas s'oublier. Des fois, on s'oublie. Donc eux, ils ont eu cette chance-là, on va dire. C'est important. Alors, vous aviez accepté, vous venez d'accepter d'être ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne. Quelles étaient vos missions en ce moment-là? C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui est feu des projecteurs, en ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme mission?
Bon, j'ai tremblé d'abord toute la nuit quand même. Hein. Ah, comme moi dans le début du podcast. Plus que ça. C'est nouveau, hein, comme j'ai dit. L'administration, c'est nouveau pour moi. D'accord. Bon, on va dire que c'était nouveau. Là, ça devient peut-être Votre train de vie. un peu autre chose, mais ce n'est plus autant nouveau que ça. D'accord. Mais c'était nouveau à l'époque. C'était... Après, lorsque les autorités ont confiance en vous, en fait, c'est une charge qui est extrêmement difficile moralement à tenir. Parce qu'on se dit, ah, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ce qui va m'être confié, je pourrais réellement le faire? Être dans une organisation et être fonctionnaire, être dans l'administration, c'est différent, ça fait deux choses différentes. Diriger un département ministériel, c'est vraiment autre chose. Donc ça, ce sont beaucoup de questions qui viennent. Après, on a un peu peur parce qu'on se dit, bon, on va être devant, est-ce qu'on va bien faire? Si on ne fait pas bien, après, c'est tout le Mali qui va voir que bah, tu ne fais pas bien et que tu as bluffé toutes ces années, mais bon, après, tu n'as rien fait de bien. Et les gens vont oublier tout ce que tu as fait dans le passé, ils vont se concentrer sur ce que tu es en train de faire. Bon, ça fait beaucoup de questions, ça fait beaucoup de choses. Et bon, après, c'est fait. La décision est tombée. Tu entends toi-même ton nom. Bon, tu n'as plus le choix. J'imagine. Il faut foncer. Donc, tu prends les directives et puis tu avances. Et puis voilà. D'accord. Et est-ce que vous étiez, j'imagine que dans tout ce qui est jeunesse, dans tout ce qui est activité, vous étiez bien imprégné, Think Peace, beaucoup d'activités à travers le Mali. Mais dans le côté sport, est-ce que vous étiez imprégné de tout ce monde-là? Non, non. Le sport, je voyais ça à distance comme tout le monde, comme tous les Maliens. On vivait le sport comme tous les Maliens. Mais le milieu du sport, être dedans, non. Non, c'était tout nouveau. Et c'est pour cela que je me suis donné beaucoup de temps. D'accord. Alors, le temps que je me suis donné, c'est d'abord de lire les textes. D'accord. Je me suis dit une chose. La jeunesse, tu as peut-être moins de problèmes. Le sport, si tu veux cerner les choses, il faut que tu t'imprègnes de comment ça fonctionne. Et pour le faire, ce sont les textes. Parce que beaucoup de gens vont exposer des choses, mais qui te dit que c'est vrai, qui te dit que c'est pas vrai, qui te dit que c'est pas... Comment être sûr d'être bien conseillé? Comment être sûr d'être bien conseillé, d'être bien orienté, d'avoir les bons acteurs à côté. Bon, je me suis dit, bon, je vais prendre mon temps, je vais lire. Et comme je sais que beaucoup n'aiment pas lire et que beaucoup ne lisent pas, donc je me suis donné le temps de regarder les textes. D'accord. Et j'ai très bien fait. J'ai très bien fait parce que ça m'a permis de sortir de certaines situations. Non pas parce que c'était une décision du ministre, mais c'est parce que eux-mêmes, les acteurs, l'ont écrit dans leur propre texte. Donc c'est pour cela que la première rencontre que j'ai faite avec les présidents des fédérations, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, ce milieu, je compte sur vous. Vous êtes mes premiers partenaires, mais respectez les textes. Et je pense que sur cette base-là, on a beaucoup évolué. Super. Alors, Monsieur Fomba, je pense que votre élection, c'était en 2023. Juillet 2023. De juillet 2023 à maintenant, on va dire ce que les gens vont beaucoup retenir, c'est la CAN. C'est les JO. Alors, il y a eu des revers. Comment est-ce que vous avez vécu ça? La crainte d'une CAN, c'est ce qu'on entend avant d'être dans ce milieu, avant d'être ministre. Ce sont les problèmes d'argent. Ce sont les problèmes de primes. Les joueurs ne sont pas payés, les joueurs ne sont pas à l'hôtel. Les athlètes en général? Ouais, de façon globale. Là-bas, le foot, c'est vraiment le sport qui, comme vous parlez de CAN, oui. Donc c'est comment on peut gérer ça et s'assurer qu'il y ait une ferveur nationale autour de ces jeunes-là. J'avoue que la CAN, je l'ai bien vécue. D'accord. Pourquoi? Parce que, j'ai pu quand même proposer, et ça a été retenu, même si ça a été un peu difficilement, avec les acteurs et les joueurs, de faire un virement des primes.
Ça m'empêche d'avoir de la liquidité. Lorsque vous avez 500, 600, 700, 800 millions en main, on peut avoir beaucoup d'idées. Ben, c'est tentant des fois, oui. Parce que tu vas te dire, bon, j'ai un mariage. Ça ne se verra pas. Je vais prendre 10 000, après je vais rembourser, que tu ne vas jamais rembourser. Après, tu vas t'habituer à 20 000, tu vas t'habituer à 30 000, tu vas t'habituer à 500 000, tu vas t'habituer à 1 million, et après c'est parti. Donc ça devient quelque chose d'incontrôlable. J'ai dit, il faut faire attention à la liquidité, je sais de quoi je parle. J'ai reçu des financements, beaucoup de financements pour les projets, et on avait des manuels de procédure clairs pour nous assurer à ce que l'argent soit géré de façon claire. Donc Dieu merci, on n'a pas eu de problème des audits, même de nos audits, de nos organisations, pour dire qu'il y a eu des détournements malgré toutes ces années. Donc j'ai dit, bon, allons sur ça, je sais que ça c'est une valeur sûre, ça va marcher. D'accord. Donc ça a marché, on a fait les paiements par prime. Donc vous avez vu la CAN, 0 commentaire sur l'argent, 0 commentaire sur les primes. Donc ça c'était vraiment un pari que je voulais gagner, ça a marché. L'autre chose c'est que je voulais la coupe. Je crois que tout le monde voulait la coupe. Tous les Maliens sont sortis. À un moment donné, nous y avons tous cru sans exception parce que nous avions une très belle équipe. Nous avions des joueurs magnifiques, talentueux, mais voilà. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas compris et nous avons perdu. Alors que je m'apprêtais d'ailleurs à aller pour la demi-finale, parce que j'étais certain d'être au moins en finale et puis revenir peut-être avec la coupe. On a été battu, on n'est même pas arrivé en demi-finale. Ça, malheureusement, je crois que tout le monde a mal dormi. Effectivement. Parce que vous avez vu dans les rues, avec les petits espaces Cannes, les gens regardaient les matchs. Nous, moi et mes homologues, on faisait le tour. C'était pour galvaniser un peu les gens. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas donné. Alors, et pour les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, vous savez, parce que quelqu'un qui se bat une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, c'est pour gagner. Moi c'est ma logique. C'était que même que ce soit les athlètes, les joueurs et les athlètes de façon globale, ils s'entraînent pour gagner. Ils s'entraînent, c'est vrai, pour participer, mais je ne crois pas qu'ils s'entraînent seulement pour participer. Effectivement. Ouais, chacun a envie d'aller loin, d'évoluer. Nous sommes allés aux Jeux Olympiques, nous sommes revenus bredouilles. Et je me suis dit, mais en 24 ans, le Mali n'a pas eu de médaille, c'est une catastrophe. Effectivement. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'essentiel n'est pas seulement de participer. Les joueurs, l'État met de l'argent. Les joueurs et les athlètes y vont. Je crois que c'est pour revenir à quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Effectivement. Donc, c'est là où nous avons demandé à avoir un peu d'explication là-dessus. Bon, mais malheureusement, c'est allé dans tous les sens. Des explications à quel niveau? Financièrement? Non. D'abord, au niveau des performances. Oui, performance. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qui a impacté les performances? Mauvaise préparation. D'accord. Mauvaise pioche dans certains des cas, pas dans tous. Mauvais encadrement, mauvais suivi. Voilà tout ce qui nous a fait perdre. Aujourd'hui, pour gagner aux Jeux Olympiques, il faut au moins se préparer sur 3-4 ans. C'est vrai. Ou même plus. Il faut avoir l'athlète ou les athlètes qui sont à un niveau extrêmement élevé. Effectivement. Et qu'on estime que nous pourrons accompagner, leur faire faire d'autres matchs, les entraîner, les encadrer, qu'ils aient de la nourriture qu'il faut, parce qu'il faut être bien bâti, et pour qu'ils puissent aller gagner. Parce que les Jeux Olympiques sont extrêmement difficiles. Effectivement. Nous avons les champions de tout le monde, du monde entier, qui viennent pour la même chose. Donc, quelqu'un qui est préparé en 1 mois et quelqu'un qui est préparé sur 4 ans, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Donc, mais à ce niveau-là, moi, j'ai eu la chance de faire un podcast avec M. Charles Caboret. C'était un ancien très grand joueur de l'Olympique de Marseille et ancien capitaine des étalons burkinabés. Et ce qu'il revient toujours quand on demande les problématiques par rapport au sport, c'est l'argent. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu faire mes devoirs. Quand j'ai fait quelques recherches sur
les JO, j'ai vu qu'il y a eu des, on va dire, des rapports qui disaient qu'il y a eu un manquement au niveau financier. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer un tout petit peu? Bon, avant d'arriver là, par rapport à l'encadrement des athlètes, je pense que ce n'est pas au niveau des JO même que l'argent compte, hein. Je pense C'est que avant. oui, c'est bien avant, c'est-à-dire que Avant. c'est toute la phase de préparation en fait. Je crois que sur ce point, il s'agit d'avoir les bonnes approches, les propositions qu'il faut pour qu'on puisse évoluer. Mais je crois que cette fois-ci, je pense, hein, nous avons le bon bout. D'accord. Et nous allons pouvoir commencer à non seulement identifier, sélectionner, accompagner jusqu'au Au JO 2028. JO 2028. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu à un moment donné un audit que moi-même j'avais initié, qui allait à 2 audits. Lors de ces audits-là, alors il y avait 2 choses très importantes pour moi, une plus que l'autre. La plus importante pour moi, c'était l'audit de performance. D'accord. Et donc j'ai demandé de mettre vraiment un accent sur ça, ce qui a été fait. Donc ça me permet de voir vraiment les défaillances au niveau de nos partenaires et à notre niveau aussi, hein, au niveau du département. Donc quand j'auditais, j'avais demandé l'audit, c'était l'audit et au niveau du comité et au niveau de l'État. Ok. Donc pour qu'on puisse voir où se trouvent les défaillances et qu'ensemble on puisse s'asseoir maintenant pour essayer de corriger. Parce que bien sûr les performances sont intimement liées aux fonds qu'on injecte dans le sport. Il y a également ça. Donc malheureusement il y a eu des fonds qui ont été donnés par l'État. Je pense que les audits essayent de voir est-ce que les attributions faites dans le cadre de certains fonds, est-ce que ça va également exactement au même endroit. D'accord. Donc je crois que bon, il y a eu des irrégularités détectées et chez moi, au niveau du département, et au niveau du comité national olympique, par rapport à des manquements, des irrégularités qui ont été constatées. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il faut les régler. D'accord. S'il y a eu des irrégularités, il faut rembourser. Mais nous avons eu des remboursements. D'accord. Ça, c'est la bonne chose. L'autre chose, c'est que maintenant, il faut qu'on aille sur le fond du problème. D'accord. Hein, je pense qu'il y a eu des constats qui aujourd'hui sont en train d'être corrigés, notamment dans le cadre des conventions à établir lors des Jeux olympiques, qui ne se faisaient pas au Mali. Je pense que ça va être une première de commencer à travailler sur ça. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin que ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont détectées dans cet audit-là, dans ces 2 audits. Je pense que ça va nous permettre vraiment d'améliorer beaucoup de choses. Et selon vous, le problème, il est à quel niveau? Il est au niveau des fédérations, il est au niveau des athlètes, il est au niveau même des ministères, il est à quel niveau finalement? À tous les niveaux, hein. Au niveau du département, il y a des procédés que nous devons revoir obligatoirement. D'accord. Pour avoir la performance qu'il faut. Qu'on voit également par rapport aux attributions des fonds, comment les attribuer, comment il faut planifier les choses avec la direction. Ça, c'est important. D'accord. Au niveau du comité, il y a aussi beaucoup de choses à revoir, notamment au niveau non seulement de la gouvernance, mais également au niveau de la relation qu'il y a entre le comité et les fédérations qui participent aux Jeux olympiques. Okay. Comment le choix des athlètes, ça se fait. Et ce choix des athlètes, c'est sur la base de critères. Ces critères, il faut qu'on puisse les mettre en place pour que ce soit respecté. Et afin qu'on puisse avoir peut-être de meilleurs résultats lorsqu'on va se rendre là-bas. Et moi, je pense qu'à tous ces niveaux, il faudrait qu'on trouve la formule qu'il faut pour pouvoir évoluer et avoir les résultats que nous cherchons lorsque nous participons à des événements de ce genre-là. D'accord. Alors, j'allais vous demander quelles sont vos perspectives pour que ça se passe mieux en la CAN 2025 et au JO prochain. Je pense que vous avez un peu répondu, mais j'aimerais également savoir, au niveau des fédérations, quand j'ai fait une petite recherche, j'ai vu déjà qu'au niveau de la fédération de football, le président est incarcéré, mais pourtant a été réélu. Et quand je fais des recherches sur le comité olympique par exemple, je vois que le comité olympique est géré par la même personne depuis à peu près 30 ans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour la première question, pour la Fédération malienne de football, vous savez, c'est un système qui est là, qui gère un peu
Je pense qu'eux, ils ont leur statut qui sont en lien avec les lois de l'État. D'accord. Parce qu'ils sont d'abord une organisation, une association malienne, et avec les instances internationales, notamment leurs instances, la CAF et la FIFA. Dans le système de vote chez eux, il n'est pas spécifié que quelqu'un qui est incarcéré ne se présente pas. Mais sur un plan éthique, nous estimons qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, dans leur texte, ils ont eux-mêmes, parce qu'ils sont quand même dans le cadre de leur texte, de leurs élections, c'est eux qui gèrent leurs propres élections. Et qui gèrent ça avec la CAF et la FIFA. Et au niveau de la réglementation malienne, quelqu'un qui n'est pas jugé, il est présumé innocent. Donc, ça veut dire que lors de la première assemblée, il n'y avait rien à faire pour nous. D'accord. Et comme moi-même, je suis sorti pour dire aux gens respecter les textes, parce que même si sur un plan éthique, ça me dérangeait. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de remplacement à votre niveau ou de changement? Moi, je pense que sur un plan éthique, sur un plan de la vision du pays, il y a quelque chose il y avait des changements à faire. Pour moi, nul n'est indispensable. S'il y a une contrainte pour un candidat, notamment le président de la Fédération malienne de football, je pense qu'il y a 1001 autres personnes qui auraient pu être président de la fédération. Donc on ne peut pas lier le destin d'une fédération à une seule personne. Effectivement. Fût-il être peut-être pour eux la meilleure personne possible. Mais s'il n'a pas les possibilités de gérer comme il faut, on peut trouver d'autres gens. Donc moi, à mon niveau, c'est ça qui, à mon avis, qu'on aurait dû faire. Donc, désigner quelqu'un d'autre, avoir un autre candidat et installer cet autre candidat. En termes d'action, donc, ça veut dire que les gens doivent s'attendre à ça prochainement, c'est bien ça? Non, pas forcément. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes là pour appliquer les textes. D'accord. Voilà. Tout ce que les textes vont nous permettre de faire et de mettre en place, nous allons partir dans ce sens-là. Si les textes exigent à un moment donné qu'il faut prendre des mesures, nous prendrons les mesures. Et je pense que c'est aussi ça notre rôle. Effectivement. C'est aussi ça notre mission, c'est la mission de notre département. Donc c'est de nous assurer que les disciplines marchent, fonctionnent, mais que les disciplines respectent les règles du jeu. Parce qu'imaginez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, que vous-même vous alliez changer les choses à votre avantage, c'est-à-dire que le monde serait régi de façon assez bizarre. C'est vrai. Voilà, donc il faudrait qu'on pense un peu à cela. Il faudrait penser non seulement au groupe qui gère, mais que le groupe n'oublie pas, ce bureau n'oublie pas qu'il est en train de travailler pour toute une discipline, pour des acteurs sportifs, donc tous les acteurs sportifs du football. Et ça, c'est important pour nous. Et nous devons nous assurer que ça se soit respecté. Autant nous respectons les textes, leurs textes, autant ils doivent respecter les règles de l'État aussi. Donc, dans ces deux cas, je pense que les mesures doivent être prises de part et d'autre pour que nous soyons dans une meilleure harmonie et qu'on puisse se donner la main et avancer, parce que les défis sont énormes au niveau du football. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et nous allons travailler dans ce sens-là. Et au niveau pour revenir, parce qu'il y avait une seconde question par rapport au comité olympique. Au comité olympique. Effectivement, c'est la même personne. Le problème n'est pas forcément qu'une même personne reste aussi longtemps, si leur texte le permet. Le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, cette personne et les membres, surtout de leur bureau, qu'il y ait une remise en question, comme nous le faisons tous, hein, même moi je le fais, qu'on puisse se remettre en question sur est-ce qu'aujourd'hui nous sommes réellement utiles, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire les choses comme il faut, est-ce qu'aujourd'hui nous faisons les choses dans l'intérêt de tout le monde. Et ça, c'est important. Lorsqu'on est membre du comité et qu'on gère le comité et qu'on est dans un bureau du comité, nous sommes là pour toutes les disciplines. Effectivement. Surtout que c'est un comité national olympique et sportif, donc les disciplines se retrouvent là-bas. Donc lorsque les disciplines sont là, est-ce que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt de tout le monde? Ça, c'est important. Sinon, qu'est-ce qu'il faut corriger? Aujourd'hui, il y a une tutelle qui est là. Est-ce qu'avec la tutelle, le travail se fait conformément et en rapport avec les textes, en rapport avec la loi, en rapport avec l'intérêt de la discipline, donc la promotion et le développement, et l'intérêt également des athlètes? Est-ce qu'aujourd'hui, les athlètes sont en train de s'épanouir dans ce qu'ils font?
Est-ce qu'ils ne sont pas exploités, surexploités? Est-ce qu'ils ne sont pas appauvris? Est-ce qu'ils ne sont pas oubliés? Étant moi-même athlète de boxe, on a fait le championnat national de MMA dans notre salle, à la CI. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de revenus, pourtant il y avait des potentielles blessures. Pourtant, le MMA, c'est une discipline dans laquelle on peut représenter le Mali et on représente le Mali. Vous aurez vu notamment en Côte d'Ivoire tout récemment, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, est-ce que vous avez un plan pour tous ces sports-là? Parce qu'actuellement, le sport universitaire malien, il n'existe pas quasiment. Le sport au niveau des lycées, ça n'existe pas. Il n'y a pas de compétition que moi je connais de ma connaissance, que ce soit dans le foot ou quoi que ce soit, à part les initiatives privées pour mettre les jeunes ensemble. Est-ce que vous avez un projet dans ce sens? Bon, l'avantage, c'est que nous avons pu relancer la Fédération nationale du sport scolaire et universitaire. D'accord. Je pense que nous avons eu l'honneur d'avoir la présence du Premier ministre pour le lancement il y a juste, je pense, à peu près 3 semaines que nous avons lancé. Donc, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Mais tout ce que vous dites là, nous allons pouvoir l'intégrer au niveau du milieu scolaire. Parce que nous-mêmes, nous avons eu le plaisir dans nos années scolaires à profiter de cela. Et ça aide énormément. Ça fait oublier des choses, ça aide le jeune non seulement sur le plan santé, à s'épanouir et à ne pas rentrer dans certaines choses. Il peut se distraire dans le sport et pas forcément dans d'autres choses qui peuvent être illégales. Vous me direz si ma question est un peu indiscrète, mais est-ce que vous avez pensé à l'aspect économique? Parce que ce sont des compétitions qui font quand même bouger beaucoup d'argent. Même si on se dit que c'est au niveau lycée, au niveau comment dire, universitaire, c'est un potentiel économique qui est existant. Donc, est-ce que vous y avez pensé? Pour qu'on puisse y arriver, il faut obligatoirement que les fédérations fassent un pas. Nous avons sélectionné 4 fédérations pour faire un saut. D'accord. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, mais c'est nouveau. Il nous faut obligatoirement professionnaliser les disciplines. Ce dont vous parlez, pour que ce soit rentable pour l'athlète, il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent animer périodiquement ces disciplines-là. Le problème que nous avons, c'est que tout le monde ne se concentre que sur le financement de l'État. Justement, c'est là où je vous pose la question, si par exemple le cas d'un président de fédération qui est incarcéré, est-ce qu'il est à même à animer on va dire la discipline? Est-ce que vous avez un plan pour tout ça? Parce que moi, je connais des jeunes qui ont faim, mais qui se plaignent constamment sur les réseaux sociaux, partout, en fait, du fait qu'ils sont bloqués par les plus anciens et pour des motifs qu'ils trouvent injustifiés. Donc, est-ce qu'il y a des actions que vous préparez dans ce sens ou est-ce que ce n'est pas votre prérogative? Ah non, c'est pleinement ma prérogative. Et je crois que c'est la seule façon de pouvoir expliquer pourquoi nous sommes également là dans le cadre du sport. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. D'accord. Mais lorsqu'on vient trouver quelque chose, on est d'abord amené à comprendre qu'est-ce qui se passe autour, la première chose. L'autre élément, c'est de détecter qu'est-ce qui ne va pas et voir comment les corriger. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une vue d'ensemble. On a pu appuyer plusieurs fédérations quand même à remonter la pente, à se positionner. Aujourd'hui même, j'ai reçu 4 fédérations qui ont fait briller le drapeau du Mali à l'extérieur et qui sont venues avec plein de coupes. Il y avait, lesquelles les fédérations? Kickboxing. Ah oui. La fédération de kickboxing, la fédération de tennis, la fédération de gymnastique et une dernière fédération que j'ai oubliée, de rugby. Alors, la fédération de rugby, ça fait 5 ans qu'elle ne marche pas. 5 ans. Donc, quand nous sommes arrivés, j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser une fédération pendant 5 ans. Elle ne fonctionne pas. Et tout le monde est content. Ça n'a pas de sens. Donc, nous avons mis en place un CONOR. Et Dieu merci, aujourd'hui, la fédération, sa première sortie, elle se tape une coupe à l'extérieur africaine. Elle est invitée à réintégrer le bureau africain et elle va bientôt réintégrer le bureau mondial. Pour une première sortie, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le département est dans une dynamique aujourd'hui d'accompagner les fédérations que nous appelons peu connues. Il ne faut pas prendre ça de façon très péjorative, mais c'est juste en comparaison avec le football et le basketball. Effectivement. Qui sont beaucoup plus connus.
Mais toutes ces autres fédérations, nous sommes vraiment dans une dynamique de voir comment les accompagner. Mais comment les accompagner, pas forcément seulement avec l'apport de l'État. Parce que nous avons un budget qui est bien précis, qui est limité aussi. Ce budget ne peut pas servir à toutes les fédérations. Nous en avons 54. 54 fédérations, c'est beaucoup. Donc, nous sommes malheureusement obligés de choisir parmi les 54 fédérations, les fédérations qui ont au moins pu tenir leur championnat. Et nous avons établi certains critères. Comme ça, nous allons en choisir une vingtaine que l'État va accompagner, mais de façon vraiment beaucoup plus accentuée, que de prendre des petites sommes et de distribuer ça aux fédérations. Après, ça ne leur servira à rien du tout. Et maintenant, aider les fédérations qui veulent faire le pas, aller vers la professionnalisation, de les aider à faire le premier pas. L'État va les aider à faire le premier pas. Donc comme ça va leur permettre... Ça, c'est rassurant. Voilà, non, ça va les aider dans les premiers pas à évoluer. Mais nous le faisons pour l'intérêt des athlètes. Parce que tant que ça va continuer comme ça, malheureusement, on va se retrouver avec des athlètes qui ils vont pas pouvoir vivre de ce qu'ils aiment faire. Parce que le sport aujourd'hui, c'est un métier aussi. C'est vrai. Et au Mali, on continue à dire Farikolo Nyanedje. C'est vrai. Ce qui est vrai. Mais ce n'est plus que le Farikolo Nyanedje. Le sport, c'est un business. Et il faut le comprendre. Donc, il faut savoir faire le pas, faire la transition. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette transition que nous sommes en train de faire aussi. Au-delà de ça, dans plein de fédérations, nous avons souvent des athlètes qui se plaignent de ne pas percevoir leur bourse. Nous avons eu les basketteurs. Nous avons eu le cas de Ismaël Koulibaly, je le cite ici parce qu'on s'entraîne ensemble. Et par rapport à ça, vous avez des mesures? Est-ce que vous avez des explications déjà? Est-ce que vous avez des mesures? Oui, nous sommes venus trouver qu'il y avait plusieurs primes qui n'avaient pas été payées, mais des primes qui datent de 2019, des fois 2017 d'ailleurs, et des primes plus récentes. L'idée, c'est que, vous savez, avec les priorités que nous avons aujourd'hui, nous sommes obligés de trouver le juste milieu. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, à date, nous avons toutes les primes quasiment qui sont payées pour beaucoup de fédérations. À part les primes qui sont des primes dues il y a plusieurs années. Donc là, c'est une autre procédure. C'est une prime qui date de 2019 ou qui date de 2017. C'est vraiment une autre procédure qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, je peux dire que le ministère de l'économie et des finances est en train de faire énormément d'efforts, que ce soit par rapport au salaire des entraîneurs, même des anciens entraîneurs, pas pour l'équipe nationale seulement, même pour les petites équipes, de les mettre à jour afin de les payer. Donc il y a des sommes qui sont payées, que le ministère de l'économie et des finances donne pour le paiement de ces entraîneurs chaque année. Donc, même l'année dernière, ça a été payé. Cette année, ça va être pareil. Donc l'idée, c'est d'éponger tout ce qu'il y avait comme passif là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des responsabilités à situer par rapport à tout ça? S'il y a eu des manquements et les gens se plaignent, j'imagine que c'est après multiples démarches, multiples relances. Donc, normalement, il devrait y avoir des responsabilités à situer. Oui, pour certains cas, on peut situer des responsabilités. Pour d'autres cas, c'est vraiment une question de disponibilité de fonds et de priorité au niveau de l'État. D'accord. Voilà. Donc, lorsque l'État se fixe des priorités, malheureusement, ces priorités prennent le pas sur tout le reste. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément la faute à X ou Y. Ce n'est pas comme si en 2019, 2020... les acteurs qui étaient là n'avaient pas fait le job. Peut-être qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais au moment opportun, après, il y a des tensions de trésorerie, il y a des priorités qui viennent des fois. Donc là, on se dit, bon, on va le payer plus tard. Et c'est ce plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et c'est devenu trop long. On se retrouve avec ce cumul-là. Mais comme je vous dis, nous sommes en train d'éponger vraiment On en a épongé beaucoup, hein. On en a épongé beaucoup. Le ministre des Finances, c'est quasiment du harcèlement qu'on lui fait. Effectivement. Et vraiment, il est très disponible, il fait le travail. Moi, nous savons qu'aujourd'hui, il a la pression de tous les départements ministériels. Parce que lorsqu'on est ministre des Finances, il faut répondre aux besoins financiers de tous les départements. Effectivement. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours trouver la bonne balance. Mais nous essayons quand même
d'éponger tout ça. Et c'est en cours toujours d'ailleurs. Super. Alors, la première fois que je vous ai vu, c'était lors des États généraux. Et il y a eu plein de recommandations parce que c'était à l'échelle nationale. Et parmi ces recommandations, il y avait l'inclusion des femmes qui revenait toujours. Et dans ce même sens, on a 54 fédérations, si je ne me trompe pas, au Mali, mais on n'a que 2 femmes qui sont leaders de... Bon, quand je dis leaders, qui sont présidentes de fédérations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que bon, les États généraux, c'était sur la jeunesse. Je crois que, je ne sais pas si vous avez suivi ma dernière communication verbale en Conseil des ministres. Nous allons organiser les États généraux du sport. D'accord. Donc, je pense que cette question va plus dans le cadre des États généraux du sport. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont entièrement et pleinement leur place. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'homme ou de femme, c'est-à-dire que c'est une question de compétence. Est-ce que pour vous, il y a un facteur bloquant à ça? Parce qu'on voit plein de femmes compétentes. Par exemple, dans le cadre du basket, c'est les femmes qui ont toujours apporté du résultat. On a eu la chance d'avoir Makoussi sur le podcast, qui a apporté beaucoup de résultats également. Et les femmes ont toujours performé. Donc pourquoi cette si faible représentativité? Est-ce qu'il y a des blocages? Bon, vous savez, après, il y a un travail de fond à faire. D'accord. Il y a un travail de fond à faire. Et c'est dans beaucoup de secteurs comme ça. Mais je pense que dans le milieu du sport, il va falloir... Je pense qu'il y a la prise de conscience quand même qui est en train d'émerger dans la mesure où les gens comprennent que il y a des femmes très compétentes qui peuvent très bien faire le travail. Et je pense qu'il faut leur donner aussi leur chance. Et il faut les encourager dans ce sens-là. Et puis... voilà, autant il y a des hommes compétents, mais je pense que les femmes aujourd'hui ont besoin aussi d'avoir la lumière. C'est même pas une chance, c'est de pouvoir montrer, prouver ce qu'elles ont appris, ce qu'elles font de bien. Les dames que vous avez citées, nous les voyons au quotidien. Nous remarquons, nous voyons ce qu'elles sont en train de faire dans le milieu sportif. Les joueuses de basketball, on n'en parle même pas. Madame Si, comme vous l'avez dit, c'est elle qui organise le festival international. Le FIS. Voilà, le FIS. Oui. Et je vous dis, moi, la première fois que j'avais entendu parler de ça, je me disais, mais c'est quelle activité ça? D'accord. Bon, voilà. Donc, quand je suis allé pour la première fois, j'ai été émerveillé. J'ai dit, ah non, ça, c'est vraiment un programme à appuyer. C'est un projet à appuyer. Et je pense que toutes ces initiatives-là, aujourd'hui, nous en avons besoin. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui va nous permettre d'innover. Lorsque vous voulez apporter un changement, forcément, ça va avec l'innovation. Oui. Donc, des acteurs, des actrices d'ailleurs comme ça, qui ont beaucoup d'innovation, ces actrices-là vont nous être très utiles dans le cadre de la promotion et le développement des disciplines sportives. Et nous devons travailler avec elles, nous devons compter avec elles. Et je pense qu'elles ont entièrement et pleinement leur place également. Super. Alors, moi, j'ai tellement envie de parler déjà de l'organisation des États généraux, de la CNJ, notamment votre séjour là-bas. Mais votre chargeur de communication est en train de me regarder mal. Mais je vais vous poser une dernière question au risque de passer pour un interrogatoire. On parle ces derniers jours d'irrégularité et de détournement d'une très grosse somme, une forte somme d'argent pour moi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est une forte somme d'argent pour tout le monde. Pour moi, 345 millions, c'est ce qu'il y a comme irrégularité. Bon, comprenez que c'est sur plusieurs exercices. D'accord. C'est pas sur un seul exercice. Et c'est lié à des dysfonctionnements qui ont été identifiés par le vérificateur général. D'accord. Qui a ressorti certains éléments dans le cadre du fonctionnement de nos départements financiers. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les mesures sont en train d'être prises pour corriger déjà ce qui n'allait pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que s'il y a eu détournement, il y aura remboursement. Ça, je suis certain de ça. Et puis pour tous les autres, il y a d'autres services qui s'occupent de ça. D'accord. Voilà, donc je ne peux pas dire plus que ça, mais ce qui est sûr, les bras ne sont pas croisés pour regarder ça.
parce que c'est une instruction du président de la transition. Super. Et aujourd'hui, il est vraiment, on va dire, déterminé, intransigeant ok, sur ce volet-là, par rapport à tous ces cas d'irrégularité financière. Et je crois que c'est quelqu'un qui il nous le répète chaque fois. D'accord. Et je vous le dis, hein, il le répète à chaque fois. Et donc, je suis certain que voilà, les choses seront dans les normes bientôt. Super. Alors, j'avais préparé un petit jeu quiz et des réponses rapides pour vous. Je pense qu'on peut passer à ça si ça ne vous dérange pas. Si vous deviez comparer la jeunesse malienne à un animal, ce serait quel animal? Très bonne question. Au guépard. Au guépard, pourquoi? Le guépard est très rapide. Il fonce, il cherche sa proie, mais il peut être mieux orienté. Si vous deviez décrire votre parcours en un film, ça serait lequel? Le parrain. Vous serez le parrain 1, 2 ou 3? 3. Vito Corleone? Oui, pourquoi pas, oui. Oui. Non, le troisième Vito, parce que le premier c'est Vito Corleone quand même. Non, bah, je vais dire pour le parrain, ce serait le 1. Ah. Ce serait le vieux. Ouais. Le premier Vito. Ouais. Alors, si votre mission au ministère devait être résumée en un mot, ce serait lequel? Un seul mot? Oui. Oh. J'aurais préféré deux mots, mais un mot, d'accord. Allez-y, 2 mots. Hein. Montagne russe. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas. Merci. Et ça va très vite. Et ça va très très vite. Alors, si vous pouviez inviter une seule personnalité historique à dîner ce soir, ce serait qui? Historique. Oui. Vivante? Ou pas? Ou pas? Oui. Peut-être Modibo Keïta. J'ai des questions à lui poser. Vous êtes pour ou contre la polygamie? C'est notre société, je suis pour. Alors, si il faut forcément être, est-ce que pour vous, il faut forcément être riche ou bien entouré pour réussir en politique? Bon, je suis maintenant homme politique, mais pas politicien. D'accord. Mais il faut être bien entouré. D'accord. Il faut être même très, très bien entouré. Financièrement? Ah non, 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 non. En termes humainement. Humainement. Oui, parce que tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas bien entouré, tu vas droit dans le mur. Et quelqu'un peut être très bien entouré et ne pas avoir d'argent et finalement avoir gain de cause. Parce que dans ton environnement, il peut y avoir quelqu'un qui est riche. C'est vrai. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Le football, c'est le seul sport qui passionne les Maliens. C'est un des seuls sports qui passionne les Maliens. J'aurais rectifié ça comme ça. Mais vous en pensez quoi de cette Ce n'est pas le seul sport. Quel autre sport vous intéresse par exemple, vous? Moi, je suis passionné peut-être par le basket, la boxe. Ça veut dire que vous allez venir au prochain championnat si on vous le demande. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, j'ai discuté avec la fédération de boxe. D'accord. L'idée, c'est comment on peut vulgariser la boxe. Ça fait longtemps que la boxe n'est pas vulgarisée dans les quartiers, dans les communes. Effectivement. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire. Les jeunes, ils ont l'aptitude. Le Malien, il est bâti pour ça. Le Malien est naturellement sportif. Il y a aussi cette affirmation. Au Mali, les gens pensent que le sport ne veut pas être un moteur économique. Vous en pensez quoi? Non, là, c'est tout faux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le sport, c'est du business. D'accord. Le sport est extrêmement rentable. C'est à nous de trouver la formule dans notre contexte. Super. Alors, si le Mali était une équipe de foot, à part les Aigles du Mali, elle serait quelle équipe? Lui, il veut me créer des problèmes. À part, hein, mis à part, parce que ça tombe sous le sens, vous allez dire les Aigles du Mali, mais à part les Aigles du Mali. Il y a une équipe que j'aimais beaucoup dans mon enfance qui est le Brésil. D'accord. Hein? J'aurais dit le Brésil d'avant. Hein? Le Brésil d'avant. Celui de Rivaldo, de Ronaldinho, de... Voilà, tout ça. Tout ça, c'est bon. Mais bon, le Brésil de maintenant, là... Est-ce que vous regardez le foot en général? Plus maintenant. Ah, j'allais vous demander Real Madrid ou Barça. Aucun des deux. D'accord.
Alors, monsieur le ministre, je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de questions. Les escapades, avec vous, moi, je m'attendais à 2 heures de conversation, mais le protocole veut qu'on ait au maximum 1 heure. On est C'est à une heure dommage, hein? 6. Ah, vous avez apprécié, Oui, j'espère. oui, c'était très bien. Super. Je ne sais pas pourquoi il veut arrêter. Ah, bon, je pense que peut-être que vous avez des rendez-vous juste après, certainement. On C'était a, très bien. on lui a forcé la main, on vous a un peu forcé la main, on est à C'était une heure très bien. 6. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une dernière adresse à faire à nos spectateurs. Et une question, même si l'audience, j'ai l'impression que l'audience a une question. Dites-moi. Euh, je voulais, on a pris une petite pause, la famille, et j'ai complètement, avec la pression, oublié de saluer nos sponsors et partenaires. Ils vont m'en vouloir. CMM, ciment et matériaux du Mali. Consommé malien, le ciment numéro 1 de la meilleure qualité possible, et c'est made in Mali. Alors, cette magnifique moto que vous voyez, Pulsar 150cc, la puissance, la beauté, la moto des hommes et des femmes classe. Alors, on a observé une petite pause et j'étais sur le point de conclure, mais j'ai vu, on a parlé que de sport finalement. On a parlé que de sport et j'aimerais vous poser des questions par rapport à la jeunesse. Quels sont les accomplissements que vous avez faits au niveau de la jeunesse depuis que vous êtes là, dont vous êtes le plus, on va dire, fier ou Euh, attaché? Ce que je veux dire, c'est déjà les états généraux de la jeunesse. Ça nous a permis de réunir un maximum de jeunes pour discuter des problèmes de la jeunesse. Ça a été fait dans 34 pays, 37 pays à travers le monde. Dans les 19 régions, le district de Bamako, il y a eu une rencontre nationale où le président de la transition lui-même était là pour prendre les recommandations des états généraux. D'accord. Je pense que ça, c'est une des premières réalisations dont je pense que nous pouvons être tous fiers. J'y étais. Voilà, donc vous aussi, très bien. Excellent. Et l'autre chose, c'est la nouvelle version du Conseil national de la jeunesse. Vous savez, les gens ont toujours pointé du doigt comme quoi le Conseil national de la jeunesse, c'était un groupement de jeunes qui ne faisaient que se battre, qui ne faisaient que des problèmes, qui utilisaient des machettes, qui se donnaient des coups de poing. Et Dieu merci, aujourd'hui, les jeunes ont compris les enjeux au niveau du pays. Les jeunes ont compris qu'ils ont un rôle à jouer. Et les jeunes ont surtout compris qu'ils n'ont aucun intérêt à faire comme avant. Et à se concentrer sur l'essentiel, c'est quel rôle ils doivent jouer aujourd'hui pour que le Mali puisse avancer. Et ces jeunes-là se sont donné la main et ils ont accepté la nouvelle formule du Conseil national de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons des bureaux qui ont été installés. Un bureau national qui a été installé ici à Bamako. Généralement, on ne le fait pas à Bamako parce que ça finit toujours par des bagarres. Mais un bureau qui a été installé à Bamako, sans problème, sans bagarre, sans bruit. Et quelle a été votre formule pour ça? Alors la formule, c'est, je leur ai juste parlé. Honnêtement, ce sont des jeunes qui ont pris conscience que bon, ça ne servait à rien de faire comme avant. Et l'autre innovation derrière, c'est qu'on leur a demandé désormais voter pour les personnes qui ont réellement un programme. Donc tous les acteurs qui étaient candidats sont venus avec un programme. Donc ils avaient leur programme de la jeunesse. Et ils ont lu leur programme. Et à travers leur programme, les gens ont fait leur élection. Donc c'était vraiment une élection transparente et ça s'est bien passé. Et ça, c'est quelque chose que vraiment nous nous félicitons. Et surtout, nous félicitons les jeunes pour cette prise de conscience. Pour dire que vraiment, nous sommes fiers du travail qui a été fait. L'autre chose, c'est que ces mêmes jeunes sont, à travers leurs représentants, présidents jeunes des communes, il y a eu 700 jeunes de 700 communes. De 700 communes qui sont venues ici. Ces 700 communes viennent de toutes les régions du Mali, de Kaï jusqu'à Taoudéni. Et vous dire que tous ces jeunes-là qui sont venus ont suivi la formation sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, mais des formations physiques aussi. Ils se réveillaient à 5 heures du matin pour faire du sport. Ah oui? Oui, et le petit soir, ils faisaient on leur apprenait des techniques d'arts martiaux. Ah oui. Donc, j'ai 700 gardes du corps maintenant. Non, c'est pour rigoler, mais c'est pour dire que vraiment, ils ont joué le jeu, c'était magnifique. Et il y a une des premières activités qui était prévue cette année qu'on appelle la rentrée des élus. Donc, ils ont organisé la rentrée des élus. C'était pour eux de présenter leur bilan, pas leur bilan, leur programme des activités
2025. Et je crois que voilà, c'était formidable. C'était formidable. Excellent. Alors, dites-moi. Oui, non, mais pour venir à la jeunesse, mais pas forcément, parce que les nouveaux fonctionnaires sont peut-être pas tous forcément jeunes, mais il y a aujourd'hui un programme relancé, on va dire, par le président de la transition, qui est le Service national des jeunes, qui est devenu aujourd'hui ce cadre de formation, de civisme, de service militaire obligatoire, afin d'aider les jeunes fonctionnaires, les nouveaux fonctionnaires, à avoir cet esprit de patriotisme, d'éthique dans le travail, pour avoir des acteurs qui peuvent aider au niveau de l'administration malienne, des nouveaux fonctionnaires, mais qui sont pétris de valeurs, qui savent qu'ils ont un rôle, un très grand rôle à jouer dans le développement économique, social et culturel du pays. Excellent. Moi, je m'attendais aussi à ce que vous mentionniez la brigade citoyenne. Des bénévoles qui se sont mis ensemble par commune pour essayer de poser des actes hebdomadaires dans leur localité, mais de façon vraiment volontaire. L'idée derrière, c'est de donner à peu près 1 heure à 2 heures de son temps à sa communauté. Et c'est vraiment ça le rôle de la brigade. Et vous savez, cette même brigade nous aide énormément dans plusieurs de nos initiatives. Il y a une initiative lancée par le président de la transition pour la première fois l'année dernière, qui s'appelle Sungalo Solidarité, où le président a mis des points à travers le district de Bamako et à Kati, des points où les gens peuvent aller faire la rupture collective. Excellent. Ils sont tous ensemble, ils passent du temps, ils prient ensemble. Et la brigade, ils jouent également un grand rôle dans le cadre logistique. Et ils ne sont pas payés. C'est vraiment du bénévolat. Et voilà, moi, je suis très enchanté par le rôle que la brigade est en train de jouer aujourd'hui dans le développement de leur propre communauté, mais surtout dans le cadre des actions de citoyenneté que nous pouvons voir. Citoyenneté, vous avez dit, et je m'attendais aussi à ce que vous mentionniez l'école de citoyenneté. Oui, justement, quand j'ai dit citoyenneté, j'y ai pensé tout de suite. L'école de la citoyenneté, c'est vraiment une initiative que nous avons lancée sur l'instruction du président de la transition. C'était de donner un contenu aujourd'hui à la citoyenneté auprès des jeunes. Et vous savez, nous avons la politique nationale d'éducation aux valeurs et la charte des valeurs. Et la politique d'éducation aux valeurs aujourd'hui, dans son contenu, l'aspect et la présence des jeunes dans le cadre de la citoyenneté, je pense que c'est quelque chose de très fort dedans. Donc il fallait donner un contenu à tout ça. Nous avons mis en place l'école de la citoyenneté. C'est une école où nous apprenons et les traditions et les valeurs et l'histoire de notre pays, mais surtout aussi les réformes qui sont en cours, qui sont présentées par les différents ministres. Le président a demandé à ce que chaque ministre passe par l'école de la citoyenneté, présenter son programme, expliquer ça aux jeunes afin que ces jeunes-là soient des relais. Donc, je pense que ça a été une opportunité exceptionnelle. Mais comment on intègre C'est sur concours. Bon, non, pas sur concours, sur sélection. D'accord. Il y a un avis qui est lancé et en fonction des profils, les gens sont choisis et puis ils intègrent. Mais les places sont limitées, c'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être 1000 personnes qui répondent aux critères, mais nous ne pouvons pas dépasser les 200-300 personnes compte tenu de l'environnement, parce qu'en réalité, l'école de la citoyenneté, c'est quand même assez exigeant. Les gens sont internés pendant plus de 2 semaines, près de 3 semaines d'ailleurs, et pendant 3 semaines, tu ne sors pas. Tu ne sors pas, tu es dans un environnement de 3 hectares. C'est quand même grand. C'est long. C'est 3 semaines assez intenses, avec beaucoup de formations, beaucoup d'activités physiques, beaucoup d'activités citoyennes, parce qu'en réalité, c'est vous qui nettoyez vos chambres, c'est vous qui nettoyez la cour, c'est vous qui plantez les arbres. Personne ne vient faire quelque chose pour vous, à part la nourriture. C'est de l'ancien temps quand même. Ah oui, vous lavez vos habits. Non, c'est pour la discipline. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment... ça marque les jeunes parce que à la fin, au début, ils ont beaucoup... Ils sont peut-être pas habitués. Oui, non, ils ne sont pas habitués du tout d'ailleurs. Mais à la fin, ils n'ont pas envie de se séparer. On voit des pleurs, des gens qui sont très tristes parce qu'ils ont passé 3 semaines dans des conditions
Ce n'est pas un 5 étoiles. C'est-à-dire qu'ils sont dans des salles où ils dorment tous dedans, quasiment à 50, 60 personnes, avec des lits superposés. C'est une aventure, hein, l'école de la citoyenneté, mais c'est une belle aventure. Super. Alors, vu qu'on a eu une toute petite extension du temps, je vais poser une question, une dernière question. Alors, vous-même ayant été entrepreneur, est-ce que vous avez, quels sont les programmes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs que vous prévoyez? Que je prévois? Oui, que le ministère prévoit. Bon, normalement, au ministère, nous n'avons pas en réalité de programme pour accompagner les entrepreneurs, parce que ça, c'est du ressort du ministère de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce que nous faisons, c'est de mettre en place des cadres qui vont pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'épanouir dans le cadre de leur entreprise ou dans le cadre du lancement de leur entreprise, de la création de leur entreprise. Donc cet environnement, nous les aidons sur le plan financier, pas que le département finance, hein. C'est de voir d'autres jeunes qui sont en train de réussir aujourd'hui, comment ces autres jeunes-là peuvent aider justement ces jeunes-là à avoir des financements parce qu'ils n'auront pas accès aux banques, ils n'auront pas de financement au niveau des banques. Et ça, nous l'avons mis dans l'axe numéro 2 qu'on a appelé le village des opportunités. Pour nous, le village des opportunités, c'est ce village-là où tous les acteurs qui sont en train de réussir aident ceux qui ne réussissent pas ou aident ceux qui n'ont pas les opportunités. Et c'est dans ce village, ceux qui aident sont des jeunes. Là, pour la plupart, ce sont des jeunes qui réussissent. Cette manière de procéder, vous la tenez de l'USAID, des structures internationales, le fait de nommer, de faire des concepts, tout ça, vous la tenez d'où? Je crois que c'est quelque chose que, au fil du temps, je me suis moi-même, j'ai constaté ça. Parce que comme j'ai dit, dans les premières étapes de ma vie, après l'école, après l'université, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai vraiment vu les difficultés qu'il y avait. Et parmi ces difficultés, le financement y est pour beaucoup. Mais il ne faut pas que les jeunes se mettent dans la facilité. Aujourd'hui, le premier financier de ton entreprise, c'est toi. Ce n'est ni la banque, ni le mécène. C'est toi d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à vendre tes chaussures pour que ton entreprise marche? Est-ce que tu es prêt à vendre ton téléphone pour que ton entreprise marche? Pour mon cas, ça ne va pas vouloir grand-chose. Mais le téléphone, peut-être, oui. Peut-être. Est-ce que tu es prêt à vendre ta montre pour que l'entreprise marche? Aujourd'hui, toi-même, tu es d'abord ton premier financier. Tu ne peux pas te retrouver avec un iPhone qui coûte 2 millions ou qui coûte 1,5 million et dire que tu cherches un financement de 500 000 francs. C'est que toi, tu ne crois même pas à ton affaire. Effectivement. D'accord? C'est que tu dois vendre ton iPhone, acheter un téléphone techno qui coûte 100 000 francs. Tu prends les 1,9 million, tu investis les 500 000 dans ton entreprise, le reste, c'est ton fonds de roulement. Logique. C'est logique. Mais tu as un téléphone iPhone 16. Tu rentres dans un bureau de quelqu'un. Il voit ton téléphone. Tu lui dis, je cherche un financement de 500 000, 1 million. Il te voit déjà financé. Oui, malheureusement, nous n'avons pas de financement. Mais il ne te le donnera pas. Parce qu'en réalité, il sait que toi, tu n'es pas un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques. Et si tu prends des risques, c'est que tu dois être prêt à prendre des risques sur toi-même d'abord. Et ça, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, nous voulons faire comprendre aux jeunes pour dire qu'il faut d'abord qu'ils soient les premiers à investir. Quand vous investissez et que les gens voient que ça marche, ils vont vous accompagner. Mais les bras croisés, tu viens de terminer ta tasse de thé, puis tu viens dire qu'il faut qu'on te donne un financement, c'est assez compliqué. Donc pour ces aspects-là, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Donc nous essayons de les conscientiser et nous les orientons vers le ministère de l'entrepreneuriat, parce que là-bas, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, des opportunités de pouvoir se construire en termes de bagages, parce que l'expérience compte énormément. Donc, il y a le président de la transition, tout récemment, vous l'avez entendu dans le discours, veut lancer 2500 bourses pour les stagiaires de l'APEJ. Et je pense que ça sont des opportunités comme d'autres. Hein. Oui. Au-delà de ça, les jeunes peuvent aller chercher d'autres stages ailleurs. Mais alors, une chose, et j'en profite pour le dire très rapidement, exactement. Il ne s'agit pas de faire des stages pour faire des stages, juste pour qu'on dise que tu as fait des stages. Ça n'a aucun sens. D'acquérir de l'expérience?
on fait des stages pour quelque chose de bien précis. On veut atteindre un objectif. Et on sait que pour atteindre cet objectif, il me faut de l'expérience dans tel secteur. Je fais un stage dans ce secteur pour atteindre mon objectif. Mais je ne fais pas un stage à la banque alors que je cherche un financement pour autre chose, pour un autre secteur. Je sais pas moi, pour un autre secteur. Pour la nutrition, par exemple. Et on quitte la banque, on va dans une agence de communication, on fait un stage là-bas, on quitte là-bas pour une autre agence de je sais plus quoi, qui est dans la santé. En réalité, quelle est la logique de tout ça? Tu fais la banque, tu fais la communication, tu fais la santé. Mais est-ce que toi-même, tu as un objectif clair? Mais monsieur le ministre, vous avez un master dans la paix, je pense, si je formule bien. Vous avez un master en finance et vous avez d'autres masters qui n'ont a priori rien à voir. Mais dans ce cas, si vous tenez ce discours, les petits malins peuvent vous faire remarquer ça. Ah non, ça n'a rien à voir. Et vous savez, c'est-à-dire que le premier, c'est parce que je voulais travailler dans un secteur financier. Je vous ai dit que nous avons lancé la première carte prépayée Visa, prépayée Tucana. Ça, c'est le monde de la finance. Ouais, c'est vrai. Il y a une logique. C'est vrai. J'ai quitté ça, je suis allé dans le monde des ONG, dans le monde humanitaire. Master donc lorsqu'on fait... paix. Merci. C'est logique. Et après, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de refondation de l'État. Et vous avez un master en paix, en sécurité, en refondation de l'État. En refondation de l'État. Oui. Donc, il y a toute une logique qui est là. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif clair. C'est-à-dire que dans le cadre de ton objectif, si tu ne te concentres pas sur ton objectif et que tu ne te donnes pas les moyens d'évoluer, malheureusement, tu vas passer à côté. Tu ne vas pas vouloir faire, je ne sais pas, de la banque, être dans les finances et aller faire un stage dans la santé. C'est vrai. Ça n'a pas de lien, c'est que tu es passé à côté. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour toi-même. C'est vrai. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir, à un moment donné, il faut faire le bilan et se projeter. Moi, un conseil qu'on m'a donné et que je fais de temps en temps, c'est vrai que depuis que je suis ministre, là, je ne l'ai pas encore fait. Je crois qu'on ne me donne même pas le temps de le faire. C'est qu'il faut se donner dans la semaine, un 30 minutes à 1 heure de temps. Juste toi et toi-même. Point. Et tu fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? Est-ce que j'ai été utile pour quelqu'un? Est-ce que j'ai servi à quelque chose? Est-ce que j'ai créé quelque chose? Est-ce que je me suis instruit? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai aidé d'autres gens? Tu fais ton bilan de ta semaine. Si tout ça c'est non, c'est que tu n'as servi à absolument rien du tout. Ta semaine, il ne fallait même pas qu'elle existe. Donc tu t'apprêtes pour la prochaine semaine. Et chaque fin de semaine, tu fais le point. Chaque fin de semaine, tu fais le point. Et tu vas voir, tu vas t'améliorer tout seul. Parce qu'à force de te dire, ah, cette semaine, j'ai rien fait. J'ai aidé personne. Je n'ai rien appris. Semaine prochaine, j'ai aidé personne. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien appris. 3 semaines, si tu continues à te dire ça, il faut te poser des questions. Est-ce que toi-même, tu es utile d'ailleurs? Donc, c'est dans la même veine que vous faites une conférence de presse mensuelle sur je m'auto-évalue en réalité. D'accord. La conférence de presse n'est pas forcément de dire ce que je fais. C'est de moi-même me dire, est-ce que j'ai été utile ce mois-ci? Est-ce que ce mois-ci, la mission que les plus d'autres autorités m'ont confiée, j'ai pu poser des actes? Moi et mes agents. Donc, ça me permet de m'évaluer. C'est une auto-évaluation qui ne dit pas son nom. Hein? Et ça aide énormément. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, ce mois-ci, je me dis, ah tiens, pas beaucoup de réalisation. Est-ce que je ne vais pas faire plus? Donc, ça me pousse à sortir. Les gens disent, mais tu bouges beaucoup. Mais en fait, je me challenge moi-même. D'accord. Je suis en compétition avec moi-même pour essayer de rendre le meilleur service possible en fonction de la mission qui m'est confiée. Donc, mais ça, c'est très personnel. Après, ça dépend de chacun. Chacun a sa source de motivation, sa façon de se motiver. Trouvez la meilleure façon de vous motiver, mais il faut avancer. Il faut poser des actes. Et il ne faut pas avoir peur de poser des actes, parce qu'il y a des actes qui font mal. Il y a des actes qui vont pas plaire. Mais si c'est la seule voie pour avancer, il faut la poser et puis avancer. Mais pas pour faire du mal à quelqu'un. D'accord. Il faut faire attention.
La toute dernière question. Vous avez été parmi ceux qui ont été reconduits dans l'avant-dernier remaniement. Au-delà de l'aspect politique, qu'est-ce que vous Le pensez? dernier ou l'avant-dernier? L'avant-dernier, pas le dernier. L'avant-dernier. Ok. Je parle bien de l'avant-dernier. Vous avez été reconduit dans l'avant-dernier, si je ne me trompe pas. Le dernier. Le dernier remaniement. Oh, le dernier remaniement, Oui, excusez-moi. c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez de spécial et qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté de spécial? Bon, ça, ce jugement, je crois que c'est le chef qui peut juger ça. Mais je pense que si nous sommes reconduits, c'est jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la vision du président de la transition. Parce qu'il ne faut pas, comme j'ai dit, c'était ma première fois, mais ma lecture est très rapide. Aujourd'hui, le président de la transition nous a mis en mission. C'est comme quand vous êtes dans une entreprise, votre employeur, il vous dit ce qu'il faut faire. Et nous travaillons pour lui. Et lui, il rend compte au pays, à la nation. Nous lui rendons compte. Voilà la différence des choses. Donc nous travaillons dans le cadre d'une vision globale, mais dans notre mission à nous qui nous est assignée, afin qu'on puisse répondre à cela. Donc je pense que peut-être que jusqu'à présent, nous sommes en train de faire le travail qu'il faut et nous sommes toujours dans le cadre de la vision qui est tracée. Donc on va s'efforcer de continuer comme ça, à répondre aux attentes. Mais il nous dit souvent quelque chose qui est important à plusieurs conseils des ministres. Il nous dit votre boussole. Il dit d'abord notre boussole, c'est le peuple. Donc chacun de nous, notre boussole, ce sont les acteurs vers lesquels nous devons travailler. Nous devons nous assurer que ces acteurs-là soient dans les meilleures conditions et que nous puissions travailler à délivrer les meilleurs services pour eux. Donc, nous nous efforçons à le faire. Il pourrait y avoir des erreurs, mais l'idée c'est que lorsqu'on détecte ces erreurs, c'est de les corriger et d'avancer. Et voilà, le ministre n'est pas parfait. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à qui que ce soit? Oui, mais ce que je peux dire, c'est que, et à la jeunesse et au milieu du sport, ce département, c'est leur département. Je suis là vraiment à travailler aussi pour leur épanouissement, pour leur développement. Aujourd'hui, on s'efforce à poser des actes. Certains de ces actes sont nouveaux, certaines approches sont nouvelles, parce que voilà, on vient d'un autre milieu. Nous avons une autre façon de voir les choses et nous estimons que cela peut aider aujourd'hui au bon fonctionnement des choses. Et dans ce cadre-là, nous les invitons à continuer à ce que nous puissions nous donner la main, qu'on puisse évoluer et qu'on puisse apporter le changement qu'il faut. Je suis conscient des défis qu'il y a, et au niveau de mon département et au niveau du milieu de la jeunesse et du milieu du sport. Mais quoi qu'il en soit, ces défis qui sont là, je pense que si nous avons aujourd'hui la volonté nécessaire et aussi, on va dire, le cran nécessaire, nous allons y arriver. Et cela nous amène souvent à casser des œufs, mais pas tous les œufs. Voilà, quelques œufs pour pouvoir faire des omelettes. Faire des belles omelettes et mettre en place un système qui pourrait être dans un futur très proche, très utile et très rentable pour les athlètes. Parce qu'au finish, le bénéficiaire final, ce sont les athlètes pour le sport, et le bénéficiaire final de la jeunesse, ce sont les jeunes. Donc, c'est de nous assurer à ce que et les jeunes et au niveau du milieu du sport, nos athlètes et nos jeunes soient dans des meilleures conditions pour pouvoir aider leur pays. Je pense que chacun d'eux, ils sont en train de se battre. Et nous le comprenons, nous le voyons. Beaucoup de jeunes se battent, beaucoup de sportifs se battent. Et c'est pour eux-mêmes, mais c'est pour le pays aussi. Donc, nous comprenons cela et nous restons entièrement à leur disposition. Voilà. Super. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité. C'est un plaisir. Pour le temps que ça vous a pris. Et franchement, je tiens à vous dire que tout ça n'a pas été extrêmement protocolaire comme je m'y attendais. Franchement, je suis surpris et content. Je tiens à remercier également Makoussi qui a rendu ça possible à mon niveau. Donc, la famille... vous allez constater que ma voix a beaucoup changé du début à maintenant. Donc, je me suis adapté. Peut-être que je vais m'adapter autant que vous la prochaine fois. Alors, la famille, à une prochaine fois dans les escapades. Prenez soin de vous.
Merci.